Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Un bateau, l'Aquarius, est devenu le symbole de la fracture européenne sur la question des migrants. Ce navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée a été interdit d'accoster en Italie avec 629 personnes naufragées à bord. C'est finalement l'Espagne dimanche dernier qui leur a permis de débarquer dans le port de Valence. Depuis mars 2016, l'Aquarius porte secours au large des côtes libyennes aux embarcations de migrants en détresse. Une initiative citoyenne lancée par des professionnels de la mer et des humanitaires. Une initiative qui ne fait pas toujours l'unanimité. Le président de cette ONG SOS Méditerranée, Francis Valla, est notre invité. Mais avant de le retrouver, je vous propose de l'écouter. En septembre dernier, il a été récompensé à Londres par la plus prestigieuse distinction du plus grand quotidien maritime au monde, le Lloyd's List, fondé en 1734. Francis Valla en est le seul Français récompensé à ce jour. Il a été honoré pour sa longue et prestigieuse carrière dans le monde maritime, pour la défense de ses valeurs, mais aussi pour ses engagements depuis 2015 dans l'ONG SOS Méditerranée. Et à propos de cette ONG qui sauve les migrants, voici ce qu'il disait ce soir-là. Il y a un point qui est et qui devrait être très simple. Nous nous devons de sauver les êtres humains qui sont en train de mourir en mer. Autrement, nous allons perdre notre âme. Nous allons devenir des bêtes. Et nous ne serons pas crédibles en invoquant notre identité européenne. Et n'importe quelle autre identité d'ailleurs, qu'elle soit démocratique, européenne, chrétienne ou occidentale. Nous ne pouvons pas renier, nous ne pouvons pas insulter nos propres valeurs. Voilà ce qui, d'après moi, serait le meilleur moyen de perdre notre identité. Bonjour Francis Valla. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez consacré votre vie professionnelle au monde marin. Depuis 2 ans, donc je le disais, vous êtes président de SOS Méditerranée. Dans les mots qu'on vient d'entendre, on sent perler une colère sourde, presque des mots de révolte pour un homme qui vient de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui motive cette révolte, cette colère sourde? Écoutez, mis à part le principe que chacun peut comprendre d'assistance de la nécessité de la non-assistance à personne en danger. Et si on ne fait pas ça, comme je le disais, on est quand même, ou en tout cas on commence à ressembler un peu à des bêtes, mais c'est vrai que certainement je suis influencé par ma culture maritime, et là, quelles que soient les contraintes économiques ou autres dans le monde maritime, la solidarité des gens de mer, le fait que quelqu'un qui se noie doit être sauvé, ne se discute même pas. Alors vous avez là comme ailleurs des criminels, bien entendu, mais pour l'ensemble de cette communauté maritime, c'est un devoir absolument sacré, et là c'est d'autant plus vrai que, contrairement à ce qui est dit qu'on entend parfois, que nous irions chercher les gens en Libye, que nous avons des accords avec des passeurs, etc. Nous sommes très au large des eaux territoriales même libyennes, dans les eaux internationales. Nous sommes aux ordres des autorités. Nous sommes là pour sauver les gens qui se noient. Je n'arrive pas à comprendre que on ne comprenne pas, si je puis dire, que dans toute cette complexité des questions migratoires, que nous reconnaissons que nous ne balayons pas du tout d'un revers de la main. On comprend que c'est très très complexe, on comprend certaines peurs, tout ça n'est pas illégitime. Il y a une chose qui est simple, et à nos yeux, au mien en tout cas complètement indiscutable, c'est le sauvetage. Sauver des vies. Sauver des vies. Sauver des vies. Alors on va revenir sur tous ces aspects, mais avant de poursuivre cet entretien, Francis Valla, un bref résumé de ce qui se passe en Méditerranée ces dernières années autour de la question des migrants. Résumé signé Julien Menzer et Audrey Demar. Aylan, 3 ans, naufragé sur la route de l'exil. Son corps sans vie est retrouvé échoué sur une plage en Turquie. Nous sommes le 3 septembre 2015. Cet enfant syrien va devenir le symbole du drame des migrants qui meurent en Méditerranée. Au début des années 2010, la Turquie et la Grèce sont le théâtre de cette histoire. Les acteurs de cette tragédie sont syriens, afghans, soudanais. L'opération européenne Frontex de contrôle des frontières se dit submergée et les pays d'accueil ont du mal à faire face. Ces gens cherchent un soutien, de la solidarité. Ce sont des valeurs promues par l'Europe. Et la tragédie se répète plus à l'ouest, vers l'Italie et Malte, entassés par centaines sur des embarcations de fortune. Ils tentent, vague après vague, la traversée. Beaucoup y perdront la vie.
L'Italie est en première ligne avec l'opération Mare Nostrum pour gérer la crise dans ses eaux territoriales qui sont aussi celles de l'Union européenne. Alors Rome, on appelle à la solidarité de Bruxelles. La Méditerranée n'est pas la frontière de l'Europe, la Méditerranée c'est le cœur de l'Europe. Frontex Plus et Triton voient alors le jour en 2014, des opérations militaires de surveillance des passeurs. Pendant ce temps, les migrants sont toujours à la dérive. Les initiatives citoyennes se portent maintenant à leur secours. L'Aquarius en est le porte-drapeau. Depuis 2016, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, dont vous êtes le président, Francis Valla, a sauvé plus de 30 000 personnes. Mais son action devient à son tour la cible des critiques, accusé par certains politiques de faire le jeu des passeurs et de créer un appel d'air. Et alors que le ton monte ces derniers jours entre la France et l'Italie sur l'accueil des migrants, l'Aquarius persévère dans sa mission, appliquer le droit international et maritime, sauver des vies, celles de ces naufragés de la mer. Francis Valla, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde nous ont rejoints. Sophie, première question. Oui, Francis Valla, il y a un autre bateau en mer actuellement avec 239 migrants sauvés de la détresse à leur bord. Est-ce que ce bateau, le Lifeline, lui, est celui d'une ONG allemande? Je voudrais savoir quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer là. Est-ce que pour vous le cas est totalement similaire à celui de l'Aquarius il y a tout juste une semaine? Et quelle issue est-ce que vous imaginez à ce drame qui est en train de se jouer? Donc il y a deux questions. Alors, premièrement, aujourd'hui, sauf une confusion qui est créée par une déclaration du gouvernement italien qui dit qu'il a contacté le gouvernement néerlandais sur le pavillon du navire, qui est un pavillon néerlandais, et information, mais encore une fois, il faut faire très attention, elle n'est pas confirmée, elle circule partout, elle est discutée. Il y a eu, semble-t-il, des déclarations officielles du gouvernement néerlandais disant que le navire n'est pas dans son registre, n'est pas enregistré. Si tel est le cas, c'est très grave, bien entendu. Et nous ne pouvons pas être solidaires en aucune manière d'un tel comportement. La question du pavillon, c'est un délit très grave s'il y a une sorte d'usurpation de pavillon, etc. Si tel est le cas, à ce moment-là, nous ne pouvons pas être en quoi que ce soit solidaires de la Lifeline. En revanche, si ça n'est pas le cas, c'est encore une fois une accusation absolument scandaleuse qui viendrait de l'origine qui viendrait du ministre italien Matteo Salvini. Et là, c'est exactement l'inverse. Il faut un très fort soutien. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, que va-t-il lui arriver? Ça nous intéresse d'autant plus. D'abord, ça nous intéresse pour eux, pour les 230 personnes qui sont à bord, les 230 réfugiés. Parce que pour l'instant, l'Italie, qu'on n'a pas dit, refuse de les accueillir. L'Italie refuse de les accueillir et Malte aussi. Malte aussi. Apparemment. Donc ils sont, alors que le droit international exige, lorsque vous avez des réfugiés, d'aller dans le port le plus proche, qui sont effectivement l'Italie et Malte. Alors évidemment, on suit ça de très près, non seulement pour eux, mais aussi pour nous, puisque l'Aquarius est arrivé ce matin à 3h du matin sur zone, de façon totalement transparente, annoncée depuis longtemps, avec l'accord des autorités, s'est mis à la disposition du MRCC, c'est-à-dire du centre de sécurité italien, et risque très vite de se trouver dans la même position. C'est-à-dire avec de nouveaux rescapés à bord. Avec des nouveaux rescapés à bord et à nouveau un port refusé par ces deux pays, sachant que vous avez d'autres ports qui sont relativement proches, mais plus loin, hein, la Tunisie, vous avez la Libye, mais il n'est pas question pour nous, c'est une ligne rouge. Hein. Nous sommes, on y reviendra certainement, une association citoyenne à un double point de vue. On a 30 000 personnes derrière nous qui nous aident depuis 3 ans, c'est d'ailleurs extraordinaire, parce qu'on arrive à financer ce bateau, quelquefois j'en dors pas, mais on y arrive, qui sont des gens de gauche, de droite, ce sont des dons, des aides essentiellement. Ce sont des dons, on reviendra sur cette question. Oui, mais la question... Oui. Peut-être. Donc, si vous voulez, oui, vous avez raison. C'est moi qui fais une diversion. Donc, si on se trouve dans cette situation-là, sachant que notre ligne rouge, donc, c'est de pas revenir, les pas ramener dans l'enfer libyen, ça, c'est impossible. On sait qu'il y a un vrai crime contre l'humanité qui se perpètre là-bas. On en reparlera certainement. Donc, à ce moment-là, nous serons en quête d'un port, mais naturellement, nous y avons réfléchi, nous avons préparé, nous avons parlé aux autorités françaises, nous avons parlé, etc. Et dans l'ambiance du mini-sommet actuel, dont on va reparler, dont je ne sais pas du tout ce qui va en sortir, mais figurez-vous que je suis, alors demain me donnera peut-être complètement tort, mais raisonnablement optimiste sur le fait que nous aurons une solution. Et Francis Valla, oui justement, est-ce que vous êtes en discussion avec les autorités de différents pays pour pouvoir débarquer la prochaine fois ? Sans qu'il y ait une errance comme ça. C'est difficile enfin, vous allez voir pourquoi c'est difficile.
premièrement, la première force du constat que je faisais, en espérant qu'il ne soit pas démenti, c'est qu'il y a un avant et un après cette crise de l'Aquarius de la semaine dernière, qui d'ailleurs nous a dépassé, hein, pour être tout à fait honnête, et qui est qu'aujourd'hui, soit une prise de conscience s'est faite, soit, si elle était faite, mais honteusement, et qu'on n'en parlait pas, cette prise de conscience ne peut plus être cachée par les États de l'Union européenne et par l'Union européenne. Vous n'avez pas l'impression que déjà pour le Lifeline, on en entend moins parler que pour l'Aquarius il y a une semaine? Vous n'avez pas peur que la bataille de l'opinion, finalement... Parce qu'on a été la première et que l'opinion s'habitue, si vous voulez. Mais en revanche, il y a une chose que l'opinion publique ne pardonnerait pas, parce que tout ça est très anxiogène pour les opinions. Au fond, on sait bien que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des solutions, bonnes ou mauvaises. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais le devoir des États, c'est d'offrir des solutions. Et à l'heure actuelle, jusqu'à présent, c'était le silence, c'était honteux, on laissait l'Italie toute seule. Là, maintenant, il va falloir bouger. Pour répondre à la question de Christophe, vous dites que vous êtes raisonnablement optimiste. Avec qui parlez-vous aujourd'hui? Quel État pourrait accueillir les naufragés de l'Aquarius ou du Lifeline? À cette question, je suis obligé de dire d'abord, en vertu du droit international et du devoir humanitaire de chacun, moi je ne suis pas, comme vous savez, de ce monde humanitaire, etc. Non, vous venez du monde de l'entrepreneuriat, oui. Et de ce devoir humanitaire et du droit international, ça doit bien être l'Italie ou Malte, ou, je disais subsidiairement, la Tunisie. Si tel n'est pas le cas, il y a quand même une lueur d'espoir. Je vais répondre à votre question, je ne suis pas en train de chercher. Que vous avez vu hier, qui est cette déclaration bilatérale donc, de la France et de l'Espagne, qui donc proposait centre fermé sur les côtes, en les liant à la possibilité de sauvetage efficace. Et quelle position avons-nous prise là-dessus? Je vous assure que ça répond à votre question. Nous, chez SOS Méditerranée, nous sommes exclusivement dans le sauvetage. Nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas dans les solutions. Nous ne sommes donc ni pour, ni contre à telle ou telle solution. Ce que nous demandons, c'est aux États d'en offrir. Mais si cette solution doit voir le jour, on ira où on nous dira d'aller. Mais c'est lié à du sauvetage. Et je pense que même si le mini-sommet d'aujourd'hui ne marchait pas, ce qui est vraisemblable, avec, on le sait bien, des pays d'Europe de l'Est qui ne se reconnaissent pas dans l'Union européenne, des pays qui hésitent, l'Italie qui en a marre d'être toute seule depuis des années, etc. Ces deux pays que je viens de citer sont obligés d'offrir des solutions. Et la réponse est oui, bien entendu. Nous parlons avec eux, nous n'avons pas caché que nous risquions de nous trouver dans une situation où nous serions obligés de demander, etc. Mais et Francis, pour l'instant, il n'y a pas de... Je veux dire, on ne nous dit pas, ben non, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber finalement dans le piège de Matteo Salvini, qui, lui, est en amont d'élections et qui va capitaliser sur sa position et la dureté de sa position vis-à-vis de sa propre opinion? Est-ce que ce n'est pas un piège dans lequel vous vous trouvez? Mais je pense que c'est l'inverse. L'Europe est tombée dans un piège qui est que pour la mise en œuvre, cette prise de conscience dont je parlais, la recherche de solutions concrètes que nous réclamions. Moi, je peux vous dire, je suis président depuis, je ne sais plus, février 2016. J'ai commencé à aider SOS Méditerranée fin 2015, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Je ne cesse de répéter. Le niveau pertinent de réponse, c'est le niveau européen. Il faut qu'il y ait une stratégie à long terme, à moyen terme et à court terme, parce que le problème n'est pas fini, en étant totalement inaudible. Donc cet homme, pour lequel j'ai évidemment aucune sympathie... Le ministre de l'Intérieur italien. C'est le ministre de l'Intérieur italien, le président de la Ligue, etc., qui me traite de criminel, qui laisse supposer, on y reviendra j'espère, que je suis là dans une attitude trouble, payé par Soros, enfin des choses absolument ahurissantes. Donc c'est pas mon copain. Mais il a obtenu une chose que personne d'autre n'avait obtenue avant, c'est un fait, c'est que l'Europe s'en préoccupe, en disant non. Comment vous expliquez que jusqu'à présent, le seul port de débarquement, c'était l'Italie, et que Malte est passé complètement sous les radars, alors que plusieurs naufrages ont été plus proches de Malte que de l'Italie? Alors, il y a une raison qui est simple pour ça, c'est d'abord que l'Italie, qui est très bien équipée, qui est, n'oublions pas, qui accueille très dignement l'italien, je dirais l'italien moyen, il a voté contre l'Europe, beaucoup plus que contre les émigrés, il a voté contre l'Europe qu'il laissait seul. Nos rapports avec les gens de mer italiens sont absolument excellents, la garde-côte, là, on travaille ensemble, enfin, à côté, bon, et nous relevons des autorités italiennes et les Italiens, jusqu'à il y a très peu de temps, le premier raidissement, ça a été pendant la semaine de l'Ascension. Juste avant l'élection, on s'est déjà trouvé pendant 2 jours avec des réfugiés. Et puis, en définitive, les Italiens qui ont essayé par tous les moyens de mouiller d'autres pays européens, en les suppliant de temps en temps à accepter un bateau, n'avaient même pas de réponse.
Ils ont envoyé, je ne sais plus, 6, 7 lettres, etc. Et le raidissement a commencé en 2017. Son paroxysme avec le précédent gouvernement, c'était pendant la semaine de l'Assomption. On s'est trouvé dans une solution de même nature, dont personne n'a parlé, mais je peux vous dire déjà, ça a été de nuit blanche avec l'équipe de SOS Méditerranée. Et j'avais déjà alerté les autorités françaises que nous risquions d'avoir à leur demander. Et ça a été réglé. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, les Italiens qui avaient fait Mare Nostrum, qui est une opération formidable sur le plan humanitaire, 2013, ont fini par dire... Ça a duré un an. En 2014, oui. 2013, on finit par accueillir, alors que là, lui, il a dit, c'est fini. Francis Salvador, mais vous parlez justement du manque de solidarité. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'affaire de l'Aquarius, c'est l'Espagne qui a répondu présent? Est-ce que la France a failli, elle? Est-ce que vous auriez aimé, nous sommes en France, vous êtes français, vous êtes un homme qui connaît... Écoutez, je ne rentre pas dans le débat politique, jamais. Parce que je veux garder la pureté du concept de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une ONG qui cherche à briller politiquement ou à mener des combats politiques, donc je fais très attention. Cela dit, si vous me dites, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous auriez aimé que? Ben oui, pour 2 raisons. C'est mon pays, je l'aime, et je pense que cette errance n'était pas justifiée. Et deuxièmement, il y a une raison qui est très importante, c'est que quand même, le Marseille et la Corse, c'est plus près que l'Espagne. Alors, il s'est trouvé que nous avions des gens qui avaient subi 2 transbordements, qui étaient complètement épuisés, qu'on a eu la mer cruelle épouvantable. Une tempête. Pendant laquelle une tempête... Alors, ça avait été... qu'on a perdu... Laissez-moi bien répondre à cette question. On a perdu... le bateau est sorti de zone environ une dizaine de jours. Le lendemain du jour où on est parti, il y a eu 100 morts. Alors, évidemment, ça nous fait mal. Je dois dire néanmoins que, sur instruction du gouvernement, le préfet maritime de Méditerranée, commandant en chef Méditerranée, et le commissaire général responsable de l'action de l'État en mer nous ont suivis, avaient mis tous les moyens s'il fallait évacuer, etc., etc. Donc, du gouvernement n'a pas été français n'ont pas été totalement absentes. Mais donc, si vous voulez, il y a 2 raisons. Comme je le disais, oui, j'aurais aimé. Et deuxièmement, c'était idiot d'aller aussi loin si on pouvait aller plus près, quoi. Est-ce qu'il vous semble qu'en matière de droit de la mer humanitaire, cette convention de 79 sur le droit de la mer, qui a été amendée d'ailleurs en 2004 pour la recherche et le sauvetage en mer, elle a des faiblesses et que les États s'engouffrent dans les failles? Non, elle a été adaptée. Aujourd'hui, elle est tout simplement, le droit de la mer n'est pas respecté. Le fait d'aller dans le port le plus proche, l'obligation de sauvetage n'est pas respectée pour des raisons politiques. Le problème, si vous voulez, c'est que la Convention n'est pas le seul texte pertinent. Je vais vous faire un parallèle très simple. Vous êtes dans une petite ville française ou une grande ville française, il y a un spectacle de, je ne sais comment il s'appelait là, un spectacle en tout cas d'un artiste qui pose un problème politique. La liberté pour un théâtre de recevoir est totale. Et je prends un cas inverse de celui qui a été discuté pour le Bataclan récemment. Et puis, donc, il a le droit de faire passer son message de haine par son spectacle. Il a le droit, c'est la liberté. Ça, c'est la Convention. Je fais le parallèle avec la Convention. Il faut sauver en mer. Et puis, le maire, il a des pouvoirs de police. Et il peut dire, au nom de la sécurité, alors vrai ou faux, mais c'est très difficile à contester, parce que ça risquerait d'entraîner des émeutes, la situation est tellement tendue, etc. Il peut dire, je ne veux pas que ce spectacle ait lieu. Si on revient au droit de la mer, les mers territoriales, vous avez le droit de libre passage. Les ports, vous avez le droit d'entrée et sortie. Mais l'État souverain sur ce port et sur cette mer territoriale peut, pour des raisons de police, dire je ne veux pas, les tensions sont trop fortes, je ne veux pas qu'on vienne à Marseille, c'est affreux, etc. Il risque d'y avoir, et c'est très difficile à contester. Mais ce droit même de l'État en question est limité par un autre principe et par d'autres textes qui parlent de la non-assistance à personne en danger. Donc c'est jamais aussi simple qu'on le pense. Mais la Convention, non, elle est très bonne. Francis Valla, est-ce que vous observez... Alors, 2 questions. Est-ce que vous observez un changement d'attitude des autorités maritimes italiennes, c'est-à-dire du MRCC, qui coordonne avec vous les recherches? Et la deuxième question, c'est, depuis cette crise qui a touché l'Aquarius, est-ce que vous observez une hausse ou une diminution des dons vous concernant? D'accord. Alors, sur le deuxième point, nous avons en majorité un grand soutien. Nous avons une minorité de messages de haine épouvantables. J'ai même reçu des messages me disant « Arrête de déconner, on sait tu habites ». Et sur le plan financier, depuis la semaine, tout ça n'est pas secret, on est totalement transparent. Depuis cette aventure de l'Aquarius, nous avons plus reçu que jamais. Nous avons reçu 550 000 €
dans la semaine qui a suivi. De particuliers. Ce qui n'était bien sûr, de particuliers. Nous sommes, c'est vraiment... Parce que l'Aquarius, c'est 11 000 euros par jour. Les fonds publics, c'est 11 000 euros par jour. Mais on va y revenir. Je voudrais terminer, répondre à la première question de monsieur le journaliste du Monde. Voilà, ça c'est la situation factuelle. Sur le premier point, oui, bien sûr. On n'a jamais eu de problème avec ni les hommes de mer, comme je disais tout à l'heure, ni avec le MRCC, le Centre de sécurité de Rome. Mais ce sont des gens qui sont aux ordres, de la même façon que chez nous, les CROSS, qui sont les centres de sécurité, sont tenus par un corps des affaires maritimes, qui est un corps militaire, relevant du ministère de Hulot, mais qui est un corps militaire. Les gars, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils sont aux ordres du gouvernement légitimement élu. Et on sent très bien qu'ils sont malheureux. Mais quand vous portez secours, vous êtes, c'est des embarcations que vous repérez, vous, avec votre équipage, ou est-ce que vous agissez sur les ordres, en tout cas le signalement des autorités maritimes italiennes ou Malte? Je suis heureux que vous posiez cette question, parce qu'on ne cesse de nous dire que vous allez les chercher, qu'on favorise les flux. J'aimerais revenir d'ailleurs sur l'appel d'air. On y reviendra. Alors c'est très simple, nous travaillons exclusivement, dans 100% des cas, sous l'ordre des autorités légales maritimes, les différents MRCC, Italie, Malte. Alors, la garde côte libyenne, on pourra y revenir parce que là, c'est plus que problématique, mais exclusivement sous les ordres. Et si nous trouvons un bateau, c'est arrivé, je vais vous dire, une fois, depuis que je suis président. En 2 ans? Oui, enfin 2 ans et demi même. Hein. Il m'est arrivé une fois, je me souviens très bien, je partais dîner et j'étais appelé, et contre tous les ordres, et je peux vous dire, notre organisation est hyper tenue. On est très respecté. Hein. Le navire est très très professionnel, et n'importe quelle autorité maritime vous le dira, et nous on fait très attention. Vous voyez, même dans mes réponses, je fais attention à ne pas déborder du cadre qui est le nôtre. Bon, une fois ça m'est arrivé, je partais à un dîner, j'ai reçu un coup de fil comme ça devait être, en disant on est à 1 mille, on a été envoyé sur les côtes libyennes, on n'a pas confirmation de l'ordre, les gens sont en train de couler devant nous. C'est arrivé une fois. Je leur ai dit immédiatement, envoyez un message au MRCC, allez-y, une fois. Autrement, si même nous, alors c'est eux en général, dans 90% des cas, y compris maintenant. C'est-à-dire les autorités maritimes italien, etc., qui dépendent de Rome. Qui ont repéré, voilà. Donc pour démentir un des discours qui vous vise, les migrants sur les bateaux ou les passeurs ne vous appellent pas directement, ils appellent le MRCC qui vous appelle. Jamais. On n'a jamais été appelé par un passeur. Et si un passeur appelé, l'instruction est très stricte, on ne parle pas aux passeurs. Donc mais est-ce qu'ils vous appellent les MRCC, ou en fait c'est ce centre de sauvetage qui les repère via Frontex, via comment sont repérés les bateaux? Effectivement, vous avez d'abord les moyens du MRCC Rome, enfin de l'Italie, qui continue, hein, et il continue de sauver des gens. Vous avez les moyens de la force Sophia européenne, éventuellement de la force Triton devenue Thétis. Vous avez des bateaux de commerce qui passent dans la zone, et tous, à ce moment-là, tout revient aux CROSS compétents. Et nous... Les centres de recherche et de sauvetage. Voilà, au MRCC. Et nous, notre position est très simple. Nous n'allons que sur instruction du MRCC, et si nous voyons un bateau et qu'il n'est pas là, immédiatement en train de couler, nous ne bougeons pas sans avoir appelé le MRCC. Donc vous faites le travail que vous demandent les États. Mais bien entendu. D'ailleurs, quand on parle de cet appel d'air sur lequel j'aimerais bien revenir... Voilà, parce que, allons-y sur cette problématique, c'est-à-dire que vous êtes mis en cause par des politiques, disant que les opérations que vous conduisez en sauvant ces naufragés, ça fait un appel d'air, voilà. Et que, de fait, les passeurs, sachant que vous êtes au large, envoient de plus en plus de migrants sur des embarcations de plus en plus en mauvais état. Pour être très clair, et je vais même l'exprimer mieux que le font parfois, le reproche qui a toute l'apparence du bon sens, c'est de dire non pas que nous sommes la solution, mais que nous sommes le problème, que c'est parce qu'il y a des bateaux qu'il y a des réfugiés. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, il y a 10 arguments. Le problème, c'est que ça a toute l'apparence du bon sens, bien entendu. Et donc, on entretient les flux, etc. Alors, je ne rappellerai pas qu'on se situe loin des côtes libyennes, donc on ne va pas les chercher. Vous êtes dans les eaux internationales. On est dans les eaux internationales. Mais les deux, je vais donner un argument historique et un argument qui est plus humain, si je puis dire, mais que chacun peut comprendre. L'argument historique, il est tout simple. Vous avez fait allusion vous-même à l'opération Mare Nostrum de 2014, qui est une opération qui prouve d'ailleurs à quel point l'Italie est un pays
en fait ouvert et humain, et qu'il ne faut pas confondre, c'est une insulte de confondre les Italiens et le gouvernement actuel. Cette opération Mare Nostrum, c'était le gouvernement italien de l'époque qui a monté une opération avec des navires d'État italiens, des navires de guerre, des navires d'État, et qui a sauvé 150 000 migrés en 2014. Donc sous pression de l'Union européenne, pas clair, mais moi je vous le dis, très clair, cette union, au nom de la théorie de l'appel d'air, donc, considérait que Mare Nostrum provoquait... Voilà, l'Italie a été sommée d'arrêter. Donc elle a arrêté, elle a joué le jeu, elle a arrêté, et ce qu'on a observé, ça c'est imparable, c'est que les flux ont continué de monter légèrement, mais ils ont continué de monter, et ils ont... la seule chose qui a explosé, c'est le nombre de morts. Donc pour moi, ça suffit comme démonstration. Mais il y en a une deuxième, sur laquelle personne ne s'interroge ou ne veut s'interroger. Parce qu'au fond, tout le monde sait bien qu'il faut sauver, mais les gens n'osent pas le dire parce que... Voilà. Bon, enfin bref. Nous avons 30% à peu près, là en ce moment c'était un peu moins, j'ai vu sur les derniers sauvetages, mais en moyenne, de mineurs sans parents à bord. Et sur ces 30% de mineurs sans parents. Et sur ces 30% de mineurs sans parents, 30% de mineurs, je vais y arriver. Et sur ces 30% de mineurs, vous en avez 80% qui sont sans leurs parents. Donc bien entendu, ça nous a interpellés. Donc on a cherché, on a cross-checké. Notre mission, c'est aussi de témoigner et de protéger. On a échangé avec les gens qui suivent ces choses-là de près. Eh bien la raison est toute simple. C'est dans cet enfer dont je parlais tout à l'heure, où se trouve... Il y a toujours beaucoup de nationalités. On reviendra sur l'origine, certainement, les nationalités qui sont là. Mais vous avez, à l'heure actuelle, encore 800 000 à 1 million d'Africains qui ont été piégés. Je ne dirais pas par notre faute. À l'époque, j'étais bien content qu'on aille botter les fesses de Kadhafi. Je ne sais pas si j'avais raison, d'ailleurs, parce que quand on voit ce qui s'est passé après. Mais à l'époque, donc vous avez 800 000 ou 1 million d'Africains qui se sont retrouvés piégés, sans travail. Ils y travaillaient. Bon, en Libye. En Libye. Et donc, ceux qui arrivent, et qui sont de toute nationalité, et ceux qui étaient piégés comme ceux qui arrivent. Bien. Ces gens-là sont dans des camps, qui sont pires, enfin pires, c'est impossible que ce soit pire, des véritables camps de concentration, où ils sont, je ne parle pas des centres de rétention officiels, qui sont déjà pas fameux, mais des camps de prisonniers, si je puis dire, où ils ont 1,5 mètre carré par personne, où il n'y a pas d'hygiène. Vous imaginez ce que c'est, où toutes les femmes sont violées, prostituées. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes que nous sauvons sont enceintes, où une bonne partie des hommes sont torturés. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est bien de l'appel d'air dont je vous parle à ce moment-là. Ils ne sont pas en train de chercher l'Eldorado européen, ils fuient un enfer. Et lorsqu'ils ont, pour caricaturer la présentation, ils ont 1 euro par jour pour cette prostitution ou pour le travail d'esclavage qu'ils font. Selon les passeurs, il faut 600 euros, 800 euros, 1200 euros. Ils arrivent quelquefois au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, même on en a rencontré, à amasser le prix d'un passage et d'un seul. Et à ce moment-là, ils préfèrent, au risque de sa vie, donner une chance à la vie de leur enfant et eux rester dans l'enfer. Ça montre bien que, si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a des bateaux qui partent. Ils partent parce que, voilà. Francis, voilà, malgré ces opérations qui sont très médiatisées, comment est-ce que vous expliquez que sur le plan de l'immigration, en fait, vous perdez la bataille de l'opinion, puisque finalement, les gens restent insensibles à ce problème. Ils estiment que vous ne pouvez pas, par vos bateaux, même si vous sauvez des vies, régler la totalité du problème. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques avant tout? Je vais vous répondre, évidemment. Évidemment, et je vais y revenir. Cela dit, vous dites que vous perdez la bataille de l'opinion. Oui, il y a eu un sondage publié par Le Figaro en France, j'ai vu, donnant 60 ou 70% de Français qui n'auraient pas voulu accueillir l'Aquarius. Il y a eu 2 sondages qui disaient ça. Et peut-être 2. En Espagne, c'était l'inverse. Bon. En France, alors je suis très étonné, je ne mets pas en cause, mais la question c'était... je me souviens plus. Vous perdez la bataille de l'opinion malgré la médiation. Non, mais dans la question du sondage. Moi, la question, c'est souhaitiez-vous que le gouvernement offre l'accueil à l'Aquarius? Oui, ma question à moi était plus large sur l'immigration et la peur que cela suscite. J'ai bien compris, mais enfin, je voudrais quand même témoigner. Moi, je vais partout en France. Je suis, comme vous le savez, pas du tout un politique ni quoi que ce soit. Il y a ce financement dont je vous parle, avec toute la diversité française. Je voudrais vous rappeler que la chanson Merci, c'est incroyable qu'elle ait représenté la France dans le contexte que vous dites. Par l'establishment. Le prénom de cette petite fille qui est née à bord de l'Aquarius. Qui est née à bord de l'Aquarius et qui a représenté la France à l'Eurovision. Excusez-moi du détour, mais c'est quand même extraordinaire. Première partie du vote de la finale à la télévision, etc. L'establishment est là.
vous, moi, les Français de l'étranger, le jury, elle est 4e, elle n'a aucune chance. Et puis les votes sont ouverts au public, il y a des dizaines de milliers d'appels, elle est imposée comme chanson représentant la France. Moi j'appelle ça un soutien populaire. Mais je vais y revenir. S'il y a des doutes, en tout cas, oui, bien entendu, c'est parce que ça rejoint le langage qu'on tient depuis longtemps, c'est parce que les politiques qui sont là, pour ça, c'est un problème majeur pour les migrants eux-mêmes, pour les enfants de nos enfants, etc. Le mettre sous le boisseau, c'est une sorte, excusez-moi de l'expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, de bâton merdeux dont ils n'osent pas se saisir, et pourtant c'est leur devoir, ils n'ont pas le choix. Et ce qui est anxiogène, ce qui extrémise les positions, qui pousse vers les extrêmes, c'est que justement, il n'y a pas de réponse apportée, alors c'est leur travail d'apporter des réponses. Si, voilà, on va revenir aux chiffres. Depuis un an à peu près, le nombre de migrants qui embarquent depuis la Libye a fortement diminué. Oui. Comment vous expliquez ça? Et comment vous expliquez que, justement, on arrive à une crise au moment où, finalement, cette route-là, on ne va pas dire qu'elle est fermée, mais elle est quasiment... elle est en désuétude. Et qu'on parle beaucoup plus maintenant de la route espagnole qui serait en augmentation. Écoutez, la prémisse de votre question est bonne. La deuxième partie... est fausse. La prémisse de la question, c'est que le flux a beaucoup diminué et que ça serait donc remplacé par des flux Maroc-Gibraltar. C'est vrai que ces flux-là ont augmenté. Il y a même eu, j'ai vu un bateau de la marine royale marocaine qui en a ramassé 470 l'autre jour. Les chiffres sont toujours pas comparables avec ce qui se passe sur l'axe de Méditerranée centrale. Donc c'est là, si vous voulez, que ça n'est pas juste. On est sur une base annuelle aujourd'hui de 30 000, alors qu'on a été 180 000 en 2016, voilà. 120 000 l'année dernière, et ça s'est beaucoup réduit. Simultanément, quand même, et vous serez d'accord avec moi que c'est pas uniquement de la comptabilité en volume. Rien que notre bateau, nous avons sauvé plus de 2000 personnes depuis le début de l'année. Il y a eu entre 600 et 700 morts sur cet axe depuis les débuts de l'année. Ça n'est quand même pas nul. Et alors, les raisons montrent bien que ce n'est pas un axe qui est en train de disparaître et que les politiques, et ils ont raison, et le président Macron a raison, et ceux qui sont là aujourd'hui, enfin, de s'en occuper, ils ont raison trop tard, mais ils ont raison, parce que ça va continuer. Je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux. Pourquoi est-ce que ça a été moins? C'est pour 3 raisons. Premièrement, la météo a été dégueulasse. Les bateaux ne partent quand il fait beau. C'est une raison conjoncturelle, mais qui est très très forte. Sur les 5 premiers mois de l'année, par rapport à l'année dernière, ça a autorisé infiniment moins de départs. Deuxièmement, comment dirais-je, il y a eu l'intervention mieux équipée par l'Italie, des gardes-côtes libyens. Bon. Les gardes-côtes libyens, d'une part, se comportent de manière extraordinairement dangereuse. Il y en a certains, on ne sait pas si c'est des vrais, des faux, etc. Mais quels qu'ils soient, si vous voulez, eux sortent complètement des eaux territoriales. Nous, on nous accuse, mais eux, c'est absolument incroyable, sortent des eaux territoriales pour intercepter, et non pas sauver les migrants, et les ramener en Libye. Bon. Il y en a eu comme ça plus de 6 000, on doit être maintenant près de 7 000 d'ailleurs, ramenés depuis le début de l'année. Alors, ils ne sont pas dans les chiffres. Bon. Et il y en a plein d'autres qui sont arrêtés dans les eaux territoriales par les Libyens en question. Et là, je vous pose une question, à vous qui me posez cette question. Il faut quand même s'interroger. Pour la première fois, c'est vraiment très très récent, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 8 juin ou le 7 juin, le 8 juin matin, je crois, a condamné, ce qui est une procédure tout à fait inhabituelle, un certain nombre d'individus, 6, je crois, donc mêlés au trafic des migrants. Sur ces 6, il y avait 4 Libyens, dont l'un était l'un des commandants d'une zone de la garde-côte libyenne. Suivez mon regard, les prendre et les ramener, c'est entretenir le chiffre d'affaires. Et pourtant, l'Union européenne mais tout ça explique, si vous voulez, oui. Monsieur Vallat, l'Union européenne a financé la formation des gardes-côtes libyens. Il y a des accords qui ont été... Vous les dénoncez, vous, ces accords? Il y a la déclaration de Malte. Dès le début, on avait dit que c'était très, très dangereux. Et non, on ne peut pas être, je vais vous dire, on ne peut pas être... C'est là que je cherche vraiment toujours à être mesuré, équilibré, et pas comme un radical qui vote une motion nègre blanc. Je cherche à être clair. Que des crédits soient donnés, qu'un État qui est en capilotade comme la Libye voit sa garde-côte mieux équipée, mieux formée, mieux organisée, on ne peut qu'être pour. Vous avez des ONG qui disent c'est scandaleux, non, je ne vois pas pourquoi, ils n'auraient pas une garde-côte comme les autres, si je puis dire. En revanche, que cette efficacité supplémentaire serve à faire ce que je vous ai dit, alors ça, c'est complètement contre
le combat européen. Qu'est-ce que vous attendez, Francis Valla, du sommet, du mini-sommet qui se déroule aujourd'hui à Bruxelles? Donc les Européens, ils sont une quinzaine, chefs d'État et de gouvernement présents là-bas pour préparer en fait le Conseil européen de la fin du mois, 28-29 juin. Quelles sont vos attentes? Alors déjà, il y en a un qui aurait été rempli, figurez-vous. Premièrement, le fait qu'ils se tiennent. C'est un vrai succès par rapport à l'inaction des dernières années. C'est l'incarnation de la prise de conscience. Et vous savez que ce soit Tocqueville ou autre, bien écrit, à partir du moment où la prise de conscience est là, le mouvement est irréversible. Alors, ils sont plus ou moins vite au pied du mur, mais ils sont dans l'obligation d'apporter des réponses. Bon, premier point. Deuxième point, donc il y a ces propositions qui ont été faites par la France et l'Espagne, ces choses, on va voir ce soir, je pense qu'ils ne seront pas d'accord ce soir, hein, évidemment, mais ces choses qui sont sur la table et qui jusqu'à présent, il n'y avait rien sur la table. Alors, est-ce que les plateformes à l'extérieur, est-ce que les plateformes à l'intérieur? Nous, c'est simple, à partir du moment où on a la clarification du sauvetage, de ce cadre de sauvetage dans lequel on existe, et ce ne sera pas ce soir, c'est-à-dire avec un accord qui puisse inclure la Libye, l'Italie, etc., ou s'ils ne sont pas inclus, en tout cas des centres... Mais ce n'est pas sur la question du sauvetage, hein, ce sommet, hein, c'est plus sur l'accueil. Il y a un lien qui a été fait dans la déclaration de Macron hier. Oui, mais alors, si vous voulez, si, je suis bien obligé, nous ne sommes que dans le sauvetage, mais si vous avez une solution qui est trouvée, disons, pour l'accueil intermédiaire sur côte européenne, et puis après, bon, avec des États font leur boulot, etc. Et que nous, la seule chose que nous demandons, comme je le disais, je crois, j'ai l'impression que je me répète, nous ne sommes ni pour ni contre. Si on est contre, on le dira. Mais des solutions qui soient viables et proposées par les États ou l'Union européenne. Nous sommes des citoyens, donc nous sommes ni contre ni pour. La seule chose à laquelle nous voulons veiller, c'est que les choses soient faites de manière humaine et dans le respect de la dignité de chacun. Or, je constate que pour ce sommet européen, si j'en crois le président Macron, les centres qui seraient discutés sur proposition espagnole ou autre seraient sous contrôle et répondraient aux normes du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. On est dans un autre monde. D'accord. Hein, donc, et pour moi, le lien avec le sauvetage est très important. Mais voilà. Francis Valla, est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, il n'est pas le seul, établit une différence entre immigration économique et demandeurs d'asile, enfin les gens qui fuient une situation de guerre, de répression, et puis ceux qui fuient la misère. Et il part du principe que l'asile, oui, la migration économique, non. Est-ce que, de ce que vous constatez, des gens que vous recueillez sur l'Aquarius et que vous avez probablement sondé, du moins que vous avez étudié, avec qui vous parlez, est-ce que ce distinguo, il a un sens ou pas du tout? Oui, alors, bien sûr, notre travail... Et quelles sont les nationalités, d'ailleurs, que vous accueillez? Bon, alors je vais répondre à toutes ces questions, sachant que nous publions, là pour l'instant, il n'y a eu qu'un exemplaire, un livre qui s'appelle Les naufragés de l'enfer, où nous avons les témoignages de chacun recoupés, naturellement, etc., et qui parle de la vie de l'Aquarius. Il est sorti il y a déjà 1 an, et il est régulièrement réédité. Alors, d'abord, au niveau des nationalités présentes à bord de l'Aquarius, tout en sachant bien que certains viennent donc des pays, et d'autres sont de ceux qui se sont fait piéger après la chute de Kadhafi. Hein, c'est important. Par exemple, quand on était là, les 629 ou 630 pour aller c'était 630 finalement, pour aller à Valence, il y avait un bon tiers qui étaient des Soudanais. Donc c'est une transition pour dire, nous avons plusieurs sortes de réfugiés à bord. Vous avez ceux qui viennent des zones de guerre ou de quasi-guerre, l'Érythrée, la Syrie, le Soudan, quasi-guerre, vous savez, imaginez, je ne sais pas si vous êtes père de famille, mais vous avez Daesh, Boko Haram, donc nord Nigeria et nord du Niger. Une fois tous les 3 mois, ils viennent piquer une classe de filles de 3e pour en faire des filles de guerriers, des femmes de guerriers. Bon, vous partez. Je veux dire, c'est bon. Donc vous avez tous ces gens-là qui sont très certainement, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont éligibles au droit d'asile, mais éligibles à le demander. Et puis vous avez ceux pour lesquels ça se discute, qui viennent de pays qui sont aussi en capilotade et en quasi-guerre civile parfois, et d'autres qui ne le sont pas, qui viennent plutôt des pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas commencer à les décrire, vous les connaissez, etc. Bon, mais vous avez la Guinée-Conakry qui va mal, etc. Et là-dessus, figurez-vous que j'ai du mal à répondre. Je vais être sincère avec vous, pour une raison qui est simple, c'est que je peux vous dire, jusqu'à il y a quelques temps, je me disais quand même, oui, c'est vrai, il y a les gens qui ont droit à l'asile, et puis les autres non, et puis tout ce que vous savez, on ne peut pas accueillir la misère du monde, etc. Bon.
Et puis, j'ai rencontré ces gens-là. Vous rencontrez, par exemple, un garçon qui est Bac+7, qui était maître de conférence à Conakry, puis elle a brûlé, ou je ne sais pas ce qui s'est produit, il perd son truc, il avait aussi un job dans une entreprise, ça va très mal, il est coursier, il est Bac+7. Puis il n'y a plus d'activité du tout, il est plus coursier un soir, tout honteux bu, les larmes aux yeux, enfin, il me raconte les larmes aux yeux, il quitte le domicile en laissant une lettre à sa femme, je vais chercher de l'argent. Bon. Qui est-on pour juger, hein? Je sais bien que cette immigration n'est pas glamour. Non mais attendez, je peux finir de répondre à monsieur, ça vous ennuie pas? Ce qui me choque, si vous voulez, c'est que je pense que dans nos pays sophistiqués, il y a vous vous souvenez, il y a 2 ans, l'Europe a décidé des quotas. En soi, l'idée des quotas, elle n'est pas mauvaise, mais à la manière bruxelloise, technocratique, sans que ce soit préparé, ni rien du tout. Réaction des pays de l'Est, nous-mêmes, on a un quota qu'on ne respecte pas du tout, etc. Bon. Nous sommes des pays suffisamment sophistiqués, nous sommes 520 millions, et sophistiqués, connaissants, etc., pour savoir les jobs qui ne sont jamais pris chez nous, ou pour lesquels ce garçon, docteur en je ne sais quoi, pourrait éventuellement avoir un job dans tel pays. Plutôt. On n'a pas fait cet effort. Donc je vais vous répondre d'une façon qui est très simple. Tout le monde ne peut pas être accueilli. Priorité aux gens qui ont un droit d'asile. Ensuite, à ceux qui peuvent exercer un job, etc. Et les autres, effectivement, ben non. Mais, et c'est là que SOS Méditerranée a un seul langage, il n'est pas dans les solutions, et vous m'entraînez sur un terrain sur lequel je ne devrais pas aller, mais le seul langage politique que tient SOSR, c'est les politiques bougez-vous, on a les moyens de se bouger mieux. Et deuxièmement, quoi que vous fassiez, faites-le avec humanité et dans le respect de la dignité de chacun. Mais la question aussi, vous exhortez donc les Européens à trouver des solutions. Vous avez besoin de pouvoir accoster, que ces gens soient pris en charge. Qu'est-ce que vous dites du silence des pays de départ? Et là, je ne parle pas de la Libye ou des pays en plein chaos, mais des pays, vous avez mentionné un migrant qui venait d'un pays qui n'est pas en guerre. Comment expliquer ce silence? Est-ce que vous les exhortez aussi? Vous vous rendez compte de la complexité de Bien sûr, enfin, nous on n'exhorte rien parce que SOS Méditerranée, on est dans le sauvetage, mais il est évident que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il faut une stratégie pour l'Europe à long terme, moyen, hein, parce que la solution elle est dans ces pays-là. C'est à très long terme compte tenu d'un tas de choses, d'un certain nombre de comportements. L'Afrique aujourd'hui est en pleine croissance, on le sait bien. Est-ce que la croissance profite aux Africains? Est-ce qu'elle profite à des élites totalement dévoyées et corrompues? Est-ce que l'argent qu'on envoie là-bas, vous en avez, il y en a combien qui arrivent sur le terrain? Donc, je veux pas, moi j'aime pas du tout la langue de bois. Ces pays sont pas du tout à bénir. Alors après, vous avez ces débats sans fin. On pourrait passer à la nuit, mais est-ce qu'on n'est pas responsable du fait qu'ils soient comme ça et ainsi de suite? Oui, alors pour revenir sur l'Aquarius, Francis Valla, depuis l'été dernier, les bateaux humanitaires qui étaient 13, je crois, hein, sur la zone, sont beaucoup réduits. Il n'y en a plus que quelques-uns. Parce qu'on peut dire que ce qui était facile au début ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes... même des gens de MSF ont dit que vous êtes criminalisés par les autorités, hein, vous êtes montrés du doigt, etc. Comment vous expliquez que, alors que vous avez été très bien accueillis il y a 3 ans, aujourd'hui, ce soit aussi compliqué avec les autorités? On pourra revenir sur la criminalisation et ses méthodes, parce qu'en fait, n'était pas votre question, mais j'aimerais bien en dire un mot. Je ne sais plus quelle était votre question. Mais la question, c'est pourquoi ça s'est détérioré à ce point avec les autorités? Je vais vous dire, alors c'est simple, hein, ça a commencé, la détérioration a commencé, c'est daté, à l'été 2017. Vous savez, le moment où il y a eu ce bateau de génération identitaire qui est venu, etc., et où l'Italie a réclamé un code de conduite aux ONG. Que vous avez fini par signer d'ailleurs. Vos informations sont partielles. Parce que vous avez contesté, il a été modifié. Non, mais attendez, c'est extraordinairement important. Nous, on n'est pas gênés par un code de conduite. Ce qui nous a gênés à l'époque, c'est que ça a été fait et annoncé parce que c'était un langage politique dont avait besoin le gouvernement. Vous voyez, on fait quelque chose, etc. Et ça laissait supposer qu'on pouvait ne pas bien se comporter, ce qui n'était pas notre cas. Donc on n'aimait pas trop, puisque nous, on respectait déjà toutes les conditions. Bon, donc, en revanche, il y avait une possibilité par ce code de conduite. Il y avait pour nous 3 points qu'on voulait négocier. On a dit très clairement, si on ne peut pas y arriver, on ne continuera pas. Si on peut y arriver, on continue. Et je vais vous dire les 3 points, vous allez comprendre, ça a été une grosse avancée, qui font d'ailleurs que ceux qui sont restés, soit sont ceux qui ont signé sans mettre ces 3 points, et je ne comprends pas, soit ont signé avec nos 3 points. Bon. Et puis vous en avez d'autres qui ont pris des positions de principe, comme MSF, avec qui par ailleurs nous sommes en accord, puisque nous avons médecins, sages-femmes... Ils sont à bord de votre bateau. Hein. Mais le bateau de MSF est parti, parce que MSF ne signe pas. Donc, bon. Nous, on est allé là-bas, on est allé à Rome, on avait
notre directrice a été reçue par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, et on a dit avec lui, il y a 3 points pour nous, on est tout à fait d'accord pour le signer, mais pas d'opération de police à bord dans les 24 premières heures. De toute façon, les gens, ils sont 34, 30 heures, 48 heures, 3 jours à bord du bateau, puisqu'ils sont complètement traumatisés. Il y en a 1 sur 2 qui est blessé, il faut les prendre en charge et tout ça. Donc, ils ont dit oui. Deuxièmement, au cas par cas, voir s'il fallait monter avec des armes à bord, avec nous. Ils ont dit oui. Et le 3e point, qui était le code prétendait interdire les transbordements, ce qui était une idiotie, puisque le transbordement de bateau à bateau, ça augmente l'efficacité du sauvetage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans les opérations récentes, on vous oblige à retourner dans le port. Voilà. Donc on a obtenu... Vous avez obtenu de gagner sur ces 3 points. Mais pourquoi? Oui, donc votre présentation était... Mais vous l'avez signé. Mais alors, pourquoi? Pourquoi ça s'est tendu à ce point avec... C'est très simple, et ça s'est tendu, et moi je les comprends. Je vais vous dire, je ne comprends pas les comportements extrêmes auxquels ça amène, je ne comprends pas Mattei, je peux comprendre qu'il y a un peu de gesticulation politique pour apaiser quelques populistes, etc. Mais bon, ça ne va pas plus loin, ma compréhension, hein, quand même. Mais en revanche, je comprends qu'ils en aient eu marre, parce que ça faisait des années qu'ils cherchaient à mouiller, entre guillemets, l'un ou l'autre gouvernement européen, et que, d'après ce que je sais, mais c'est bien informé, avant l'été, ils avaient écrit, une fois de plus, pour dire aux autres gouvernements, faites quelque chose, aidez-nous plus, ils viennent que chez nous, vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas eu de réponse. Bon, ils ont commencé... On arrive au terme de cet entretien, il reste 2 minutes. Hein. Juste, vous pensez que le règlement de Dublin doit sauter? Bien sûr. Voilà. C'est une aberration. Le règlement de Dublin a continué. Donc c'est ce règlement qui fait que les pays d'arrivée doivent prendre en charge l'inscription. Oui, ils sont responsables ensuite, grosso modo, des migrants qui sont arrivés chez eux. Alors la géographie est telle que c'est un peu injuste pour les pays du Sud, non? La question sur la criminalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, je suis manipulé par Soros, milliardaire, immigrationniste, qui me paye dans des comptes défiscalisés, etc. Écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant. La seule chose, c'est que même à mon âge, avec le cuir tanné, comme vous le voyez, je suis quand même pas... je ne sais plus combien de siècles, ça fait quelque chose, hein, quand même. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'autre aspect que vous avez cité. Donc, tout ça, c'est des bêtises, naturellement. Et vous avez l'autre aspect qui est cité, qui est beaucoup plus douloureux. En plus, il est moins personnel, qui est de dire que mais vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, pour que je puisse répondre, que nous sommes, comment dirais-je, en cheville avec les passeurs. Alors vous avez simplement dit, mais c'est comme ça, ça risque d'accroître le flux, et je vous ai répondu, mais vous avez dans ces rumeurs, ou ces campagnes, maintenant, qui sont extrêmement virales, le fait qu'on le fait aussi pour l'argent. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, Francis Vallat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayat du journal Le Monde et de TV5 Monde. Merci à vous tous, bien sûr, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier numéro avant les vacances. À très bientôt.